Bonsoir à tous. Donc, comme indiqué, je vais essayer de vous parler donc, de la physique des particules et du Big Bang, c'est-à-dire de vous raconter une histoire, l'histoire de l'univers telle que on peut la raconter aujourd'hui sous un angle scientifique. Ça n'est que depuis 50 ans que cette histoire de l'univers peut être basée sur des expériences, des observations, de la théorie, c'est-à-dire des concepts et des mathématiques. C'est un événement majeur dans l'histoire de l'humanité puisque depuis les temps immémoriaux, les civilisations, même les tribus au début, ont cherché à comprendre où se situait l'homme, qu'est-ce qui nous entourait, comment se représentait-on l'univers et son histoire. C'était la cosmogonie des dieux pour la plupart du temps, dans les premiers mythes, ensuite la cosmogonie religieuse. Et maintenant, donc, on voit l'émergence depuis 50 ans d'une cosmologie, d'une cosmogonie, peut-on dire, scientifique. Et donc, c'est ce que je vais essayer de vous raconter, en vous parlant d'abord de la physique des particules, parce que la compréhension des constituants élémentaires de la matière, si je peux avoir la première image, s'il vous plaît, voilà. La compréhension des constituants élémentaires de la matière, en cherchant avec des microscopes d'aujourd'hui que sont les accélérateurs, en cherchant les constituants ultimes et la manière dont ils s'interagissent, eh bien c'est cette théorie de physique des particules, de la matière, qui nous permet d'être un outil pour faire l'archéologie de l'univers, pour sonder cette histoire de l'univers. Donc je vous parlerai d'abord des particules élémentaires et le fait que plus on va vers des dimensions petites, plus on a des microscopes puissants, et plus les composants élémentaires apparaissent de plus en plus peu nombreux d'abord, et de plus en plus uniques, et les lois qui les gouvernent, les interactions qui les font interagir, ces interactions apparaissent de plus en plus indifférenciées et uniques elles aussi. Donc on va en regardant de plus en plus petit, on va vers une espèce de particule et une interaction unique. C'est ce qu'on appelle la grande unification dont je vous parlerai. Muni de cet outil et muni des observations de l'univers à grande échelle, eh bien, on peut retracer cette histoire puisque la lumière, vous savez, voyage à une vitesse bien déterminée, 300 km par seconde. Et donc si on regarde très loin, on voit une lumière qui nous provient d'objets vus il y a déjà très longtemps. La lumière peut parcourir des années-lumière, donc parcourir des milliers d'années-lumière, des millions d'années-lumière. Et lorsqu'on reçoit de la lumière sur Terre qui a voyagé pendant des milliards d'années-lumière, on voit l'univers tel qu'il était, enfin l'objet qui a émis la lumière, tel qu'il était il y a 1 milliard d'années. Et c'est comme ça qu'on peut sonder et retracer cette histoire de l'univers. Et l'univers primordial, le début de l'univers, était essentiellement une soupe de particules élémentaires. Néanmoins, lorsqu'on confronte la théorie des particules élémentaires à cette histoire de l'univers, et notamment aux premiers instants de l'univers, eh bien, on tombe sur 2 énigmes. Une énigme dont je ne dirai pas beaucoup, qui est ce qu'on appelle la matière noire, à savoir que apparemment la matière qu'on connaît dans l'univers, celle qui est faite d'atomes ou de lumière, ne constitue qu'une faible partie de la matière qui est présente dans l'univers. Et donc on doit faire l'hypothèse qu'il existe une matière que l'on n'a pas encore découverte et qui pourrait être sous la forme de particules élémentaires, ce qu'on appelle la matière noire. Mais plus encore mystérieux, c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide ou la constante cosmologique qui semble remplir l'univers et qui pourrait être liée à des phénomènes nouveaux qui toucheraient même la nature, la compréhension de ce qu'on appelle le vide. Et donc c'est dans l'avant-dernière partie, c'est ce que je vous raconterai, cette mystérieuse nature du vide, avec donc les chantiers qui restent devant nous pour mieux comprendre à la fois les particules élémentaires et les tout débuts de l'univers. Et donc encore une fois, j'essaierai de partager avec vous cet événement majeur dans l'histoire de l'humanité, la possibilité de raconter d'une manière scientifique l'histoire de l'univers des débuts jusqu'à nos jours. Ce qui ne couvre pas l'ensemble du mystère de la nature. Il faut être quand même modeste. C'est une approche scientifique à l'histoire de l'univers qui ne peut pas être ignorée et qui doit être partagée par l'ensemble de l'humanité, mais ça ne met pas la fin aux questions, à la fois scientifiques ou même extra-scientifiques. Bien, donc je vais parler d'abord de la physique des particules. Donc la physique des particules cherche à répondre essentiellement à 2 questions. C'est quels sont les constituants élémentaires, les briques élémentaires ultimes de la matière, les plus petits composants qui constituent la matière, et quelles sont les forces fondamentales
qui régissent leur comportement. Donc l'étude des particules élémentaires et de leurs interactions a fait beaucoup de progrès en 50 ans, même si on est persuadé qu'il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre. Et c'est bien sûr la raison principale pour laquelle on construit cette machine, le LHC, au CERN, en espérant découvrir des propriétés nouvelles de la matière et éventuellement des nouvelles particules. Donc c'est quand même l'acquis des 50 dernières années, ou même des derniers siècles, c'est que la diversité de la matière qui nous entoure, hein, on est frappé par l'immense diversité des états de la matière, qui sont en nombre infini, sans parler des objets, mais même les différents états que peut revêtir la matière. Eh bien, bien sûr, au XVIIIe siècle et jusqu'à maintenant, on a bien vu que cette matière, toute diverse qu'elle soit, repose sur des constituants en nombre plus ou moins grand, hein, les molécules, c'est quelques centaines de molécules, quelques centaines d'atomes. La diversité de la matière donc est infinie. Les lois, par contre, qui la régissent au niveau classique, l'époque de la physique classique où on contemplait la diversité de la matière, la physique classique impliquait des lois relativement simples, que vous avez apprises à l'école pour la plupart. Lorsqu'on arrive vers les composants plus élémentaires de la matière, on a un paradoxe, ces composants deviennent de moins en moins nombreux. Les atomes sont quelques centaines, ils figurent dans la fameuse classification de Mendeleïev, qu'on a dû voir aussi à l'école. Mais et toute la matière est faite de ces atomes. Mais par contre, lorsqu'on essaie de comprendre la physique, les lois de la physique qui gouvernent ces atomes, eh bien là, on est un peu surpris, puisqu'il faut faire appel à une abstraction de plus en plus grande, qui est liée à ce qu'on appelle la mécanique quantique. Et la mécanique quantique n'est pas toujours intuitive. Elle fait appel à un espace de représentation différente, ce qu'on appelle les fonctions d'onde. Et ces propriétés nous intriguent toujours, même si de plus en plus, même jusqu'à nos jours, on comprend de mieux en mieux ce qu'est la mécanique quantique, et on comprend aussi de mieux en mieux pourquoi, pour les atomes, on a besoin de la mécanique quantique, et pour les gros objets, eh bien, la mécanique classique est une bonne approximation. Et donc ce passage du quantique pour le microscopique au classique pour le macroscopique est maintenant de mieux en mieux compris. Si on va à l'intérieur des atomes, eh bien, on trouve les noyaux et les électrons qui tournent autour, et les noyaux sont faits de protons et de neutrons. Donc ça, c'est la matière nucléaire. Aujourd'hui, les protons et les neutrons ne sont plus des particules élémentaires. À l'intérieur des protons et des neutrons, on trouve des quarks, qui, eux, apparaissent élémentaires. Donc les seules particules élémentaires qu'on a aujourd'hui pour décrire la matière, ce sont deux types de quarks, U et D, et un électron. Autrement dit, toute la matière ordinaire, stable, est faite que de trois composants, les quarks et les électrons. Deux types de quarks et un électron. On a réduit à 3 la diversité de la matière qui nous paraît infinie. Mais alors par contre, l'abstraction liée à comprendre ces quarks et ces électrons est de plus en plus grande, puisque maintenant, il faut faire, pour décrire ces quarks dans la matière nucléaire, il faut faire appel à ce qu'on appelle la théorie des champs quantiques relativistes, c'est-à-dire marier la mécanique quantique et la théorie de la relativité d'Einstein, au moins ce qu'on appelle la relativité restreinte, et faire appel à ce qu'on appelle des champs. Donc les électrons, les quarks sont à la fois des ondes et des corpuscules, comme en mécanique quantique, mais encore plus, ils sont tous connectés avec des états à un grand nombre d'électrons, un nombre d'électrons moyens, ou même le vide, qui est un état sans particules. Cette théorie quantique des champs relativistes, c'est l'état de l'art actuellement du mariage des concepts de la physique et des mathématiques. Donc la diversité a disparu, on n'a plus que quelques composants. La complexité, par contre, du point de vue abstraction, est maximale par rapport à tout ce qu'on a connu aujourd'hui de tout temps sur les théories. Ceci dit, il n'y a pas que la matière stable, il y a également de la matière instable. Et donc on a trouvé, en plus des deux quarks U et D et des électrons, on a trouvé un petit nombre, pas très grand, de particules, une douzaine qui sont décrites ici, qui ont des propriétés de masse variables, mais qui se ressemblent quand même les unes les autres. Donc on a une douzaine de particules. Et surtout, ce qu'on a réussi à... Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les particules de matière, c'est-à-dire les briques, les particules qui sont impénétrables au sens classique du terme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les mettre dans le même état. C'est ça le sens de particules de matière. On ne peut pas les mettre dans le même état. Elles occupent un état déterminé et on ne peut pas amener une autre particule dans le même état. C'est un peu la notion d'impénétrabilité au sens quantique du terme.
Ces particules interagissent pour se lier, fabriquer des protons, des neutrons, fabriquer des atomes, de manière diverse. Et donc les trois interactions que l'on voit à l'œuvre en matière de physique des particules, c'est ce qu'on appelle l'interaction forte, celle qui lie justement les quarks entre eux dans le proton. Au point, cette interaction est tellement forte qu'on n'arrive pas à arracher un quark pour le sortir d'un proton. Les quarks interagissent un peu comme avec des élastiques. C'est-à-dire plus vous tirez dessus, plus la force de rappel est grande et vous n'arrivez pas à les extraire. Donc ça, c'est l'interaction forte. Le nom fort étant justement vient du fait qu'on n'arrive pas à la briser. L'interaction électromagnétique, celle-là est plus connue. Elle est véhiculée par des photons. C'est l'interaction qui est entre des charges électriques. Les charges de signes opposés s'attirent, les charges de même signe se repoussent. Et enfin, on a l'interaction faible, celle qui est par exemple responsable d'un certain type de radioactivité, la radioactivité dite bêta, ou bien celle qui est responsable des réactions de fusion thermonucléaire de l'hydrogène dans le Soleil. Cette interaction est faible parce qu'elle est beaucoup plus faible que les deux autres interactions. Elle est véhiculée par des particules de masse très lourde qu'on appelle les bosons intermédiaires. Donc vous voyez qu'on a une certaine unité entre les particules de matière qui sont donc impénétrables mais qui sont quand même des particules, et les particules dites d'interaction, celles qui véhiculent une interaction, qui sont aussi des particules, mais qui, elles, par contre, peuvent être mises dans le même état. Ce ne sont pas des briques comme la matière. Par exemple, les photons, on peut arriver à les mettre tous dans le même état, et on fabrique des faisceaux laser. Avec des électrons, vous ne pourrez pas faire un faisceau laser d'électrons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des particules dites bosons, d'où le nom de boson intermédiaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des particules dites fermions. Bien, ça c'est donc la théorie qu'on a aujourd'hui. Elle paraît à peu près complète, sauf que pour la rendre mathématiquement cohérente, d'une part, et pour comprendre d'où vient la masse de ces particules, on a besoin d'une particule qu'on n'a pas encore découverte, qu'on appelle le boson de Higgs. C'est celle que l'on recherche activement auprès des accélérateurs aujourd'hui, et demain auprès du LHC. Et on espère bien la trouver parce que sans elle, ce modèle, cette théorie des particules élémentaires a des incohérences mathématiques. Donc ça, c'est un des enjeux majeurs de la prochaine machine, le LHC, de découvrir ce boson de Higgs pour compléter cette compréhension des particules, des constituants élémentaires de la matière et de la manière dont ils interagissent. Alors je vous ai dit que la physique des particules allait vers une unification des forces. Ce n'est pas simplement le fait qu'on a de moins en moins de particules élémentaires, une dizaine, là je vous ai montré, et dont 3 contribuent à la matière stable, mais c'est qu'aussi tout le mouvement de la physique fait que lorsqu'on regarde les phénomènes de très près, eh bien, ils paraissent de plus en plus liés les uns aux autres, au point qu'ils peuvent être décrits par des lois uniques. Par exemple, la première unification, ça a été celle de la gravitation universelle, Newton, qui a relié la mécanique céleste, donc le mouvement des étoiles autour de la Terre, au mouvement de la pomme qui tombe de l'arbre, bien connu pour Newton. Donc deux phénomènes qui apparaissaient complètement différents, le fait qu'un objet tombe et qui pèse sur la Terre, et le fait que les planètes tournent autour du Soleil, donc la mécanique céleste. Et ça, c'est bien sûr l'unification de ces deux phénomènes passe aussi par l'unification de ce qu'on appelle la masse inertielle et la masse gravitationnelle. Deux phénomènes également qui paraissaient totalement disjoints, l'électricité, donc le fait que des charges plus se repoussent et des charges plus et moins s'attirent, de charges de signes opposés, et le magnétisme, les fameux aimants, qui étaient bien connus déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle. On pensait que c'était des phénomènes complètement différents, l'électricité et le magnétisme. Eh bien, ceci maintenant est décrit par une théorie unique qui s'appelle l'électromagnétisme, où l'un se transforme en l'autre et les deux interactions sont indifférenciables. Ce sont les ondes électromagnétiques véhiculées par les photons et dont le démarrage de cette unification remonte à Maxwell, même si après il a été enrichi par Einstein avec le photon. Eh bien, plus récemment, dans les années 70-80, deux des phénomènes qu'on appelle l'électromagnétisme, donc la force électromagnétique, et la force faible qui est véhiculée par les fameux bosons intermédiaires, également sont décrits dans un formalisme unique, un peu comme pour l'électricité et le magnétisme, c'est-à-dire que la désintégration, par exemple, du neutron et l'interaction électromagnétique relèvent d'une théorie unifiée qu'on appelle l'interaction électrofaible.
Donc sonder des distances de plus en plus petites fait apparaître des régularités plus profondes, des descriptions de plus en plus unifiées. Évidemment, des distances de plus en plus petites, c'est aller à des énergies de plus en plus grandes, puisque pour sonder, on utilise la longueur d'onde, donc il faut des longueurs d'onde de plus en plus petites, et la longueur d'onde, c'est inversement proportionnel à l'énergie dans un microscope. Et là, le microscope actuel, ce sont les accélérateurs. Et donc, l'unification, cette description unifiée, apparaît de manière évidente plus on monte en énergie. Alors, vous voyez le lien avec le Big Bang. C'est que le Big Bang, on pense que l'univers a connu une phase incroyablement chaude, plus on remonte vers l'origine. Et donc, plus on remonte vers l'origine, plus la matière se dissolve en particules. Ces particules se cognent les unes les autres. Et les énergies sont de plus en plus grandes, plus on approche, plus on remonte dans le temps vers le Big Bang. Et donc, plus la description unifiée s'applique aux tout premiers instants de l'univers. Et donc, on va vers une description, si on se rapproche infiniment du Big Bang, qui semble nous conduire vers une unification de plus en plus grande entre les particules et les forces. Donc pour reprendre cette description que je vous ai faite, donc plus on va vers des énergies grandes, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, c'est-à-dire vers des résolutions de plus en plus petites, regardées de manière de plus en plus profonde dans la matière, plus les choses paraissent indifférenciées. Donc on commence par le magnétisme et l'électricité. Ensuite, donc, l'électromagnétisme et l'interaction faible qui deviennent uniques lorsqu'on arrive à des énergies qui sont de l'ordre de celles qu'on a dans les accélérateurs, c'est-à-dire à des distances qui sont des distances intra-noyaux, à l'intérieur du proton. On pense que l'interaction forte elle-même devrait, à des énergies encore beaucoup plus grandes, s'unifier pour faire une seule interaction, dans ce qu'on appellera donc la grande unification entre l'électromagnétisme, le faible et le fort. Et puis, je n'ai pas parlé jusqu'à présent de beaucoup de gravité, parce que la gravité n'intervient qu'à grande échelle, j'en ai parlé pour Newton, mais elle n'intervient pas au niveau des particules. Mais on pense aussi que la gravité, donc gravité céleste et gravité terrestre, comme je vous l'ai dit, sont unifiées par la gravitation universelle et la théorie de Newton, puis ensuite la théorie de la relativité d'Einstein. On pense que la gravité, de manière ultime, devrait s'unifier aux autres interactions. Pour l'instant, on a un modèle, une théorie qui nous permet d'aller jusqu'à ce stade-là, la grande unification forte, faible et électromagnétique. La gravité, jusqu'à présent, c'est donc la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité qui s'impose. C'est une théorie géométrique. Celles-ci sont des théories quantiques, dans lesquelles, je vous ai parlé de la théorie quantique des champs relativistes, dans lesquelles les interactions sont véhiculées par des particules. Donc, je vous ai parlé des bosons intermédiaires, des photons, des gluons pour l'interaction forte. Pour la gravitation, il y a peut-être des gravitons, mais ça supposerait d'arriver à rendre cette théorie de la gravitation quantique. Jusqu'à présent, on ne sait pas le faire. Donc pour arriver à avoir une gravité quantique qui s'unifie avec les autres interactions, il nous reste une grande question théorique et expérimentale, c'est comment éventuellement peuvent se faire cette unification entre la gravité et les autres interactions. C'est la frontière actuellement de la compréhension de l'infiniment petit. Voilà pour l'état de la physique des particules, et je passe maintenant aux observations que l'on peut faire à partir de la Terre et qui nous permettent de voir le passé de l'univers. Plus on regarde loin, plus on voit dans le passé de l'univers. Donc vous avez ici au centre la Terre. Si vous regardez un peu loin, vous voyez les planètes, vous voyez même le Soleil aussi, à une certaine distance. Si vous regardez encore plus loin, vous voyez un tas d'étoiles, c'est la Voie lactée. Quelle que soit quand vous regardez dans la bonne direction, vous voyez bien le disque de la Voie lactée. Si vous regardez encore plus loin, vous voyez d'autres galaxies qui sont souvent éloignées à des millions d'années-lumière, des milliers ou des millions d'années-lumière. Et si vous regardez encore plus loin, on arrive à voir jusqu'à environ 14 milliards d'années-lumière. Et vous voyez là déjà quelque chose qui paraît indifférencié, c'est-à-dire un espèce de fond diffus qui est ici en rose et bleu, et qui est un grand anneau, qui est donc l'univers tel qu'il était il y a environ 15 milliards d'années. C'est ce qui nous reste du rayonnement fossile du Big Bang. Le Big Bang a connu une époque encore plus chaude qu'on ne peut pas voir parce qu'ici, ça n'est pas transparent. Attendez que je retrouve mon pointeur, voilà. Ici, ça n'est pas transparent. La limite de l'univers transparent, c'est l'univers, le rayonnement fossile qui nous reste du Big Bang. Le Big Bang a donc connu une période très chaude, opaque, qu'on ne peut pas voir directement. Et après un certain refroidissement,
qui a conduit à la création des atomes. Lorsque les atomes se sont formés, donc les protons et les électrons se sont combinés pour faire de l'hydrogène essentiellement, et bien à partir de ce moment-là, l'univers est transparent et il nous reste un rayonnement fossile de toute la lumière qui baignait, dans laquelle baignaient ces atomes. C'est cette lumière qu'on voit ici, donc, à environ 15 milliards d'années, et qui nous parvient jusqu'à la Terre. Alors cette image pourrait être un peu trompeuse parce qu'on a l'impression que la Terre est le centre de l'univers, et que donc ça remettrait en cause ce qu'on dit depuis un certain temps, que non, au contraire, on est dans un endroit banal de l'univers. Simplement, la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais c'est le centre de tout ce qu'on voit, puisque quand on regarde dans une certaine direction, à une certaine distance, eh bien entendu, le centre de tout ce qu'on voit à une certaine distance, c'est nous. Mais les mêmes observations, on pourrait les faire de n'importe quel point de l'univers. Si on était sur une autre planète, ou bien si on était dans une autre galaxie, et qu'on regarde l'univers lointain, on verrait exactement la même chose, si on fait ça en même temps qu'aujourd'hui. Donc, quel que soit le point de l'univers aujourd'hui où vous regardez loin, eh bien, vous verrez ça. Vous verrez autour de vous probablement des planètes et des étoiles. Un peu plus loin, la galaxie dans laquelle vous êtes. Encore plus loin, d'autres galaxies. Et vraiment beaucoup plus loin, vous verrez les premières étoiles qu'on voit ici, les toutes premières étoiles qui sont ici. Et puis, la relique, ce qui nous reste du Big Bang, le rayonnement fossile lorsque les atomes se sont combinés. Les premières galaxies se situent juste après le Big Bang. Alors cette histoire maintenant raconte, donc là je te racontais l'histoire à l'envers, on est parti d'aujourd'hui et on regardait loin dans le passé. Maintenant je vous la raconte à l'endroit. Donc les tout premiers instants, donc si on appelle ça le temps zéro, la singularité, le moment où l'univers est le plus chaud, où on peut remonter, ces premiers instants, donc une fraction de seconde minuscule, c'est donc l'époque que j'avais décrite tout à l'heure de la gravité quantique que l'on ne sait pas décrire aujourd'hui. C'est celle-là, cette époque-là. Je vais y arriver. Ah, je vais me débarrasser de ça. Attendez. Voilà. Donc cette époque de la gravité quantique qu'on ne sait pas décrire aujourd'hui, mais donc, dont on peut faire l'hypothèse où tout était unifié, toutes les particules étaient semblables, toutes les interactions étaient semblables. Et donc peu après, vous avez cette brisure de similarité entre la gravité et les autres interactions. Donc la force de gravité se différencie des autres forces qui restent unifiées, donc c'est la fameuse grande unification dont j'ai parlé entre l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Peu après, on pense que cette époque de grande unification, où les trois interactions fortes, électromagnétiques et faibles étaient indifférenciables, a été une époque de grande inflation de l'univers. C'est-à-dire que l'univers, même encore aujourd'hui, toutes les distances s'augmentent. Lorsqu'on observe l'univers, on s'aperçoit que tous les objets se fuient les uns les autres. Cette description de l'inflation de l'univers que l'on voit aujourd'hui et qui a été le cas dans le passé, cette expansion de l'univers, c'est ça qui nous fait dire que lorsqu'on remonte dans le temps, l'univers était de plus en plus chaud. Parce que plus les objets s'éloignent les uns des autres, c'est lié à ce qu'on appelle la dilatation de l'espace. La dilatation de l'espace, correspond à une perte d'énergie, c'est-à-dire toutes les longueurs d'onde deviennent de plus en plus grandes et toutes les fréquences deviennent de plus en plus grandes aussi. Toutes les longueurs deviennent de plus en plus grandes, les fréquences deviennent de plus en plus petites, c'est-à-dire toutes les énergies deviennent de plus en plus basses. C'est ce refroidissement et cette expansion de l'univers que l'on constate et qui nous fait penser, qui nous fait démontrer que lorsqu'on remonte dans le passé, l'univers était de plus en plus dense, puisque les objets étaient plus proches les uns des autres, et de plus en plus chaud. L'époque de la grande unification, c'est-à-dire les tout premiers instants de l'univers, ont contribué à une inflation, c'est-à-dire une expansion de l'univers extrêmement grande et très rapide. On reviendra tout à l'heure pour essayer de comprendre quelle est la cause de cette expansion très rapide de l'univers qu'on appelle l'inflation. De plus en plus de preuves nous laissent penser qu'effectivement l'univers a connu une inflation très très rapide aux tout premiers instants, et ceci a marqué son empreinte dans le fond diffus que l'on peut observer donc de ce Big Bang, le fameux fond diffus auquel j'ai fait référence tout à l'heure.
Un peu plus tard, donc, l'univers se refroidit, l'inflation continue, les distances augmentent, l'expansion continue, et les forces électromagnétiques se différencient des forces faibles. Donc c'était la deuxième différenciation. Et donc vous voyez que petit à petit, on va arriver, donc après une microseconde, ce sont les quarks qui se combinent entre eux pour fabriquer les protons, les neutrons, et donc commencer à contribuer à la diversité de la matière dans l'univers. Petit à petit encore, l'univers se refroidit tout en se dilatant, et on voit les premiers noyaux se former. Et donc là, on commence à voir vraiment la diversité de la matière avec les premiers noyaux d'hélium, de lithium, de deutérium. Et enfin, au bout de 300 000 ans, c'est l'époque où les atomes se forment et où l'univers devient transparent et se remplit de lumière. C'est cette lumière que je vous avais montrée en rose et bleu, que l'on peut observer aujourd'hui, qu'on appelle le fond diffus. Alors, à l'époque où elle a été émise, cette lumière, elle était extrêmement chaude, de l'ordre de quelque chose comme 10 000 degrés. Mais bien entendu, elle a mis des milliards d'années à nous parvenir jusqu'à nous, puisque je vous ai dit qu'on la voyait à 13 milliards d'années-lumière. Et donc, dans le voyage que cette lumière a fait pour parvenir jusqu'à nous, puisque nous, on est maintenant 15 milliards d'années plus tard, donc la lumière qu'on voit de ces premiers instants nous arrive en ayant voyagé pendant 15 milliards d'années. Au cours de ce voyage, l'univers s'est dilaté, il y a eu une expansion, et cette expansion a causé le refroidissement de cette lumière qui au début était à 10 000 degrés et qui aujourd'hui est observée à 3 degrés. C'est au cours des 15 milliards d'années de ce voyage que la lumière très chaude au départ, lorsqu'elle arrive à nous, n'a plus que 3 degrés au lieu des 10 000 degrés avec laquelle elle a été émise. Bien, 1 million d'années plus tard, commencent les premières galaxies. Et donc maintenant, on commence à s'approcher d'aujourd'hui, donc avec la diversité de l'univers qu'on peut voir, après quelque chose comme quelques milliards d'années, 15 milliards d'années. Donc voilà, ça c'est la saga de l'univers. Donc une expansion et un refroidissement continu en partant d'un premier instant extrêmement chaud, infiniment chaud et infiniment dense. Un univers infiniment dense, infiniment chaud, qui se dilate et qui se refroidit. C'est ça l'histoire de l'univers. Je vais vous la montrer d'ailleurs maintenant. On arrive maintenant à faire des simulations de cette histoire de l'univers, où on part des premières lois de la physique, et où on reconstitue la manière dont l'univers, en partant donc, de la constitution des premiers atomes et de la première lumière, très chaude, s'est refroidi pour constituer les galaxies et les étoiles, et en arriver jusqu'à l'émergence de la vie, et maintenant le fait que des êtres humains s'interrogent sur cette histoire de l'univers. Donc je vous la montre ici, mais ça fait partie de simulations réelles. Donc ça c'est l'univers très chaud qui se dilate, qui se refroidit. Et vous voyez commencer à apparaître les premières structures qui étaient présentes déjà dans les tout premiers instants de l'univers. Et vous voyez les premières étoiles, les premières galaxies qui apparaissent. Et petit à petit, donc, cet univers qui nous est familier lorsqu'on le regarde, et lorsqu'on le regarde et qu'on l'analyse, on reconstitue son histoire. On se sert pour ça de satellites et de beaucoup d'observations pour reconstituer cette histoire. Donc voilà cette histoire que vous en avez entendu souvent parler, donc je n'ai pas inventé, mais j'ai essayé de vous montrer le lien entre, d'une part, les observations, les expériences sur la physique des particules, les interrogations qu'on a sur les premiers instants, et le fait qu'on arrive maintenant à retracer toute cette histoire, même si les tout premiers instants nous posent encore beaucoup de problèmes. Cette histoire, donc c'est toujours la même, là vous la voyez aussi, décrite donc en partant des tout premiers instants de l'univers, la fameuse inflation dont j'ai parlé au début, et ensuite les premières galaxies, les premiers noyaux, le rayonnement diffus, les premières galaxies, et là où on est aujourd'hui. Et tout ça, ça peut être mis en parallèle avec la théorie unifiée à la fois quantique et de toutes les interactions, la théorie grande unifiée et la gravité d'un autre côté, et puis petit à petit la différenciation des différentes interactions et de la matière aujourd'hui. Vous voyez quand même que ceci couvre des échelles de distance incroyables. L'univers, c'est vraiment le monde des très grands nombres. Des très grandes différences de nombres. Vous avez ici, donc en mètres, les radiotélescopes vont jusqu'à 10 puissance 28 mètres, c'est-à-dire 10 avec 26 zéros mètres, et puis on descend vers le mètre qui nous est familier, et on descend donc vers les cellules, et vers les atomes et les particules, qui vont jusqu'à 10-34, c'est-à-dire 1 sur 10 avec 34 zéros.
pour décrire la dimension des atomes d'aujourd'hui. Bien, alors on pourrait avoir l'impression que je raconte une histoire et qu'elle est quasiment terminée. On sait à peu près tout. Bon, si on remonte dans le temps, l'univers était plus dense, plus chaud, et donc son histoire, c'est on est passé d'un état infiniment chaud et dense à une expansion qui a refroidi tout ça et conduit à la possibilité que ce qui était une soupe de particules au début s'assemble pour faire des atomes, puis des galaxies, des étoiles, et faire émerger la complexité de la vie pourvu que les conditions soient adéquates. Ceci dit, lorsqu'on regarde un petit peu la dynamique de tout ça, on peut calculer donc la quantité de matière qu'il y a là-dedans. On peut regarder donc les équations de la théorie de la relativité générale qui font appel à la matière, mais aussi à ce qu'on appelle la constante cosmologique, ou bien à ce qu'on pourrait appeler une énergie du vide. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Eh bien, lorsqu'on regarde la composition de l'univers, eh bien, on est quand même assez surpris. D'abord, essentiellement, l'univers est fait d'hydrogène et d'hélium, 4%, donc ça c'est d'accord, c'est pas tellement étonnant. Il y a très peu d'éléments lourds, parce que l'hydrogène et l'hélium ont été fabriqués dès le Big Bang, donc c'est pour ça qu'il y en a énormément, 4%. Les éléments plus lourds, comme le carbone, le fer, ont été fabriqués dans les étoiles, il y en a beaucoup moins, parce que les étoiles, quand même, sont des machines moins puissantes que ne l'a été le Big Bang, donc environ 3 pour 1000. On a des particules un peu exotiques qu'on appelle les neutrinos qui sont un peu passe-murailles, qui traversent la Terre entière sans interagir, les étoiles aussi sans interagir, qu'on a découvert avec les accélérateurs et qu'on voit remplir l'univers aussi. Il y en a, mais ce n'est pas énormément, c'est 0,3%. Et donc vous voyez qu'avec ça, la matière ordinaire, c'est-à-dire les étoiles, elles constituent 0,5%. Donc si on prend le gaz, les étoiles, même les neutrinos qui sont déjà un petit peu particuliers, et les éléments lourds, on arrive à tout au plus à expliquer que environ 5% de la matière dans l'univers. Et donc on est obligé de faire appel, pour expliquer la dynamique des galaxies, la dynamique de l'univers, on est obligé de faire appel d'une part donc à un type de matière qui n'est pas faite de la matière ordinaire, dont on ne connaît pas la nature, ce qu'on appelle la matière noire, environ 20%. Et on est obligé de faire appel encore plus à une forme d'énergie, qu'on appelle l'énergie du vide, ou la constante cosmologique, qui remplirait à 75% le contenu énergétique de l'univers. Donc on est loin de la fin de l'histoire, puisqu'on tombe quand même sur deux grands mystères. Essentiellement, non seulement, comme je vous l'ai dit, on est sur Terre, pas du tout au centre de l'univers, mais un peu n'importe où, dans l'univers, on n'a pas une position privilégiée, mais en plus la matière dont on est fait ne représente que quelques pourcents de la matière dont est constitué l'univers. Et l'énergie dont on ne sait même pas la nature, cette énergie sombre, représente 75%. Donc ce sont deux grosses énigmes. Alors l'énigme de la matière noire, elle rejoint une des toutes premières planches. J'y reviens très rapidement. C'était donc, quand vous avez vu le tableau des particules élémentaires, donc les quarks et les électrons et les particules de force, on pense qu'il existe pour chacune de ces particules une image miroir qu'on appelle une particule supersymétrique. Je pense que dans les exposés suivants de Pierre Binetruy et de Gilles Cohen-Tanucci, cette supersymétrie qui ferait appel donc à un espèce de monde miroir fait d'autres particules. Chaque particule, dite particule de matière, aurait une image dans le monde des particules de force, et chaque particule de force une image dans les particules de matière, ce qu'on appelle cette supersymétrie, qui donnerait lieu donc à toute une famille de particules, pour la plupart instables, mais dont la plus légère, et d'ailleurs ça a été une des découvertes d'un Français qui s'appelle Pierre Fayet, la plus légère devrait être stable, et donc cette particule supersymétrique la plus légère de ce monde miroir pourrait constituer la matière noire, et elle est recherchée auprès des accélérateurs actuels et à venir, notamment auprès du LHC, comme la possible, pour l'instant c'est pratiquement la seule piste que l'on a pour essayer de comprendre la nature de cette matière noire. Ces particules supersymétriques sont quasiment invisibles dans la nature, et ce n'est qu'à l'aide des accélérateurs qu'on peut espérer les détecter, les produire de manière artificielle, par la loi d'Einstein, E égale mc2, c'est-à-dire en transformant l'énergie du choc des particules élémentaires en masse, en nouvelles particules. Et donc on espère beaucoup, avec le LHC, produire ces particules supersymétriques et peut-être isoler la plus légère, qui devrait être stable et qui éventuellement pourrait constituer la matière noire de l'univers.
Donc ça, c'est pour les 20% restants. On essaye de voir d'ailleurs aussi autour de nous, hein, on fait des expériences dans le tunnel du Fréjus pour essayer de voir, en s'abritant des rayons cosmiques, s'il n'y a pas des particules fantômes qui traversent la Terre et qui viennent frapper dans des détecteurs, même si ce n'est pas très souvent, pour essayer de détecter cette particule noire, cette matière noire qui serait faite de particules élémentaires non connues jusqu'à aujourd'hui. Donc on a deux pistes, hein, les accélérateurs, et puis rechercher la matière noire à partir d'un environnement extrêmement propre et très isolé. L'énergie sombre est encore plus énigmatique, puisque cette énergie est liée à l'espace lui-même. Donc c'est ce qu'on appellerait l'énergie du vide, qui, dans le langage d'Einstein, s'appelle la constante cosmologique. Et donc c'est pour ça que je vais essayer, dans le petit temps qui me reste, de faire un petit détour par le vide, et notamment le vide quantique, pour essayer d'exprimer en termes simples comment on espère trouver une piste pour comprendre cette énergie sombre. Hein, je vous ai dit, la matière noire, on a une piste, c'est de trouver des nouvelles particules. Pour l'énergie sombre, c'est à travers les propriétés même du vide que l'on espère comprendre la nature de cette énergie, qui est d'ailleurs la source principale de l'expansion de l'univers aujourd'hui, et qui a été la source certainement de la fameuse inflation dont j'ai parlé au tout début, pour la période dite d'inflation, de grande unification dont j'ai parlé au tout début de l'histoire de l'univers. Donc la nature du vide, c'est plus hypothétique, hein, c'est plus spéculatif. Il existe d'ailleurs un excellent livre de Marc Lachaiseray, hein, que je vous recommande, qui s'appelle Les Avatars du vide, d'ailleurs édité par la Cité des Sciences, qui raconte un peu les différentes approches de cette nature du vide. Alors un petit détour par l'histoire. Bon, si on part d'abord du vide classique, pour aller vers le vide relativiste. Alors le vide classique, c'est assez simple. Dans la version classique, à l'époque du XVIIe siècle, bien le vide, c'était on enlève la matière dans un coin, vous prenez une boîte, vous enlevez tout ce qu'il y a dedans, et vous avez le vide. Alors on sait bien qu'il y a de l'air, donc il faut pomper, vous pompez pour enlever jusque toutes les molécules, tous les atomes, et donc vous retrouvez avec une enceinte qui est vide. Et donc c'est ça le vide. Mais ça ne résiste pas beaucoup à l'analyse, parce que même une fois que vous avez pompé, enlevé les derniers atomes, ce qui n'est pas facile, hein, d'ailleurs, même aujourd'hui on ne sait pas faire enlever tout, on s'est réalisé à approcher du vide. Le meilleur vide actuellement c'est le vide interstellaire, mais même dans ce vide interstellaire il reste encore quelques atomes. Mais enfin on peut imaginer conceptuellement que vous avez retiré tous les atomes d'une enceinte. Néanmoins, vous savez que même ce qui est à l'extérieur, quand tout bouge, hein, puisque les choses ne peuvent pas rester immobiles, elles bougent, elles tournent les unes aux autres, elles interagissent. Donc si vous avez des électrons qui bougent, eh bien ça rayonne. Et ce rayonnement, forcément, va traverser en permanence votre boîte. Donc vous aurez beau enlever les électrons, les protons, comme ils bougent, ils émettent de la lumière, et cette lumière passe à travers votre enceinte qui ne sera jamais réellement vide, parce qu'il y aura tout le temps des photons qui passent à travers. Alors vous pouvez dire qu'à cela ne tienne, je mets une paroi, et j'empêche les photons, une paroi noircie, et j'empêche les photons de rentrer. Donc avec ça, j'empêche les interactions de rentrer. Ce n'est pas vrai non plus, puisque toute paroi à une certaine température rayonne, à moins de la mettre au zéro absolu, mais le zéro absolu, c'est impossible à atteindre non plus. Par ailleurs aussi, vous avez des particules comme les neutrinos que vous aurez du mal à empêcher de rentrer. Je vous ai dit que ça traversait la Terre entière. Donc ce vide est quand même purement conceptuel, il n'est pas réalisable expérimentalement. Par ailleurs, alors après donc ça c'était le vide classique avec, rapidement on avait vu ses inconvénients. En plus, dans le vide classique, on ne comprenait pas la propagation de la lumière, parce que pour comprendre comment une onde se propage, il fallait ce qu'on appelle un espèce d'éther. On ne pouvait pas imaginer une onde se propager, c'était un peu comme les ondes sonores, sans qu'il y ait un milieu sous-jacent qui vibre. Et donc le vide classique aussi avait ce problème qu'il devait être plein d'éther, puisqu'il devait être capable de propager, même s'il n'y en avait pas, de la lumière à l'intérieur. Cet éther a disparu avec le vide relativiste, puisque rapidement on s'est aperçu, enfin rapidement non, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que Einstein montre que cet éther n'avait pas de sens et que la vision mécanique du déplacement de la lumière ne tenait pas la route, essentiellement parce que les expériences avaient réalisé que, quelle que soit
lorsque la lumière se déplace à 300 000 km par seconde, vous avez beau essayer de courir après la lumière, elle vous paraît toujours partir à 300 000 km par seconde. Non seulement vous n'arrivez pas à la rattraper, mais en plus elle voyage toujours à la même vitesse. Donc vous avez beau essayer de rouler après elle à 10 km par seconde, ou à 100 km par seconde, ou même à 1000 km par seconde, vous voyez toujours la vitesse de la lumière aller à 300 000 km par seconde. Et donc ça tuait l'idée d'éther, parce que si vous aviez un éther dans lequel se propageait la lumière, eh bien si vous voyagez dans l'éther, vous devriez la voir aller moins vite ou aller plus vite, suivant que vous essayez de la rattraper ou vous en éloignez. Donc il a bien fallu invoquer, d'une part, on s'est aperçu que cette vitesse de la lumière n'était pas infinie, ça mettait un temps fini pour parvenir par exemple de Jupiter jusqu'à nous, on voyait bien que la lumière mais à une certaine vitesse, donc ce n'est pas une vitesse infinie. Mais cette vitesse ne peut pas être changée en courant après la lumière. Einstein a montré d'ailleurs, a changé de paradigme pour la physique classique et donc a amené à la théorie de la relativité, en montrant que, effectivement, si la lumière avait une vitesse finie, c'était tout à fait normal qu'on n'arrive pas à la rattraper pour des raisons de causalité, parce que si vous alliez éventuellement plus vite que la lumière, vous auriez des phénomènes dont la cause apparaît après le résultat. Et donc la théorie de la relativité, par des raisons de causalité, montrait que la vitesse de la lumière devait être la même dans tous les repères que vous essayez de courir après, ou de vous en éloigner, ou de rester immobile. C'était toujours la même vitesse, et c'est ça qui permettait d'avoir toujours la cause avant l'effet. Bon, donc on arrive à ce vide relativiste où est sorti l'éther. Bon, ça c'est très bien. Mais ceci dit, on a toujours quand même une notion de vide qui est quand même très abstraite et qui n'est pas réellement réalisable. Par ailleurs, la mécanique quantique. Alors, juste pour dire que là, je ne vais pas terminer avec le vide relativiste. Malgré tout, dans la théorie de la relativité d'Einstein, donc en mettant en équation tout ce qui est lié à la propagation de la lumière et à la description de cette théorie de la relativité, Einstein a été amené non seulement à changer cette conception de la lumière, mais aussi à changer la conception de la gravitation. C'est-à-dire associer la gravitation à un phénomène dit de courbure. C'est-à-dire qu'un corps pesant déforme l'espace, si bien que les autres corps vont être attirés, entre guillemets, ça c'est le langage des interactions, ils vont simplement suivre le chemin le plus court qu'entraîne la courbure de l'espace liée à cette masse pesante, et c'est cette courbure de l'espace qui fait que les trajectoires de deux corps en interaction gravitationnelle sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire un cercle pour la mécanique céleste, ou bien l'accélération d'une pomme qui tombe sur la Terre. C'est lié non plus à un phénomène simplement d'interaction, mais à un phénomène géométrique de distorsion de l'espace en introduisant des courbures liées à la gravitation. Et paradoxalement, lorsqu'il écrit ces équations qui lient la courbure à une masse présente, à une masse gravitationnelle présente quelque part, donc cette courbure induite par la masse inertielle ou masse gravitationnelle, lorsqu'il écrit ces équations, il s'aperçoit que, bien sûr, il retrouve d'une part la mécanique newtonienne habituelle, mais il prévoit des phénomènes nouveaux. Ces phénomènes nouveaux ont été... donc c'est aussi pour vous montrer quand même que la science n'est pas simplement de la conjoncture. Hein. Einstein, en faisant la théorie de la relativité générale, a prédit des phénomènes nouveaux. Et bien sûr, cette théorie ne résiste jusqu'à aujourd'hui que parce que les prédictions faites par la théorie de la relativité générale ont été vérifiées. D'abord, ça a été des mouvements des planètes, notamment ce qu'on appelle le périhélie de Mercure, donc des petites distorsions par rapport à ce que prévoyait la mécanique newtonienne. Ensuite, ça a été la courbure des rayons lumineux lorsqu'ils passent près du Soleil, à cause de cette courbure de l'espace, qui n'était pas prévue par la théorie de Newton, la théorie classique. Et puis plus récemment, vous savez que tout ce qui est GPS maintenant, lorsque vous voulez avoir une précision très grande sur la position mieux que le mètre, vous devez utiliser la théorie de la relativité générale, et cette théorie est parfaitement confirmée. Donc d'une part, il a prédit des phénomènes nouveaux qui ont été vérifiés, donc ça allait. Mais en plus, dans ses équations, il était obligé d'introduire ce qu'il appelait une constante, dite constante cosmologique, parce que c'est le résultat d'une équation, et que, alors bien entendu, on pourrait dire que cette constante, elle devrait être zéro, et pendant un moment, il a essayé de dire j'en veux pas et j'essaie de l'oublier.
Et puis, cette constante, non, elle est là dans la théorie de la relativité générale, il n'y a rien à faire. Et elle s'interprète de manière géométrique, elle aussi, hein, puisque toute la théorie d'Einstein est géométrique, elle s'interprète comme une courbure liée au vide lui-même. D'ailleurs, soit le vide, donc lorsqu'il n'y a pas de matière, il est plat, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle une géométrie que l'on connaît bien, la géométrie plane, où le théorème de Pythagore s'applique parfaitement. Mais vous ne pouvez pas exclure que le vide n'ait pas cette propriété d'être plan, mais qu'il ait une courbure intrinsèque. Et donc cette constante cosmologique était associée par Einstein à une possibilité d'une courbure résiduelle du vide en l'absence de toute matière pesante. Et ça reste toujours aujourd'hui une des pistes liées à la courbure du vide, qui pourrait être responsable de cette fameuse expansion de l'univers que l'on voit encore aujourd'hui. Et donc il semblerait que, si on reste dans cette description géométrique, qu'aujourd'hui l'expansion de l'univers qui est accélérée soit due à une courbure résiduelle du vide. Et de la même manière, la période d'inflation dont j'ai parlé dans les tout premiers instants de l'univers pourrait être due à une courbure extrêmement forte du vide aux tout premiers instants de l'univers, qui ensuite, à la fin de la phase d'inflation, serait devenue beaucoup plus modeste et dont on verrait maintenant les effets qu'aujourd'hui, par une expansion accélérée, qui sont les derniers résultats des observations faites à très grande distance. Donc ça, c'est une première piste pour le vide, pour expliquer cette fameuse énergie du vide en l'expliquant en termes de courbure. L'autre possibilité, c'est le chemin de la mécanique quantique. Donc la mécanique quantique, elle introduit des phénomènes bizarres qu'on appelle les fluctuations quantiques. Essentiellement, pendant des temps très courts, vous pouvez avoir des violations de la conservation d'énergie. Donc delta E, vous savez qu'en principe c'est une loi sacro-sainte, la conservation de l'énergie en mécanique classique. En mécanique quantique, pendant un temps très court, vous pouvez éventuellement sortir du carcan de la conservation de l'énergie. Alors vous pouvez sortir d'autant plus que le temps est court. Essentiellement, vous avez une relation qui lie l'écart à la conservation de l'énergie, delta E, au temps pendant lequel ça se passe, et le produit des deux étant plus grand qu'une certaine constante qu'on appelle la constante de Planck. Et donc, donc si vous regardez le vide, eh bien, si vous regardez pendant des flashs très très courts, vous pouvez avoir donc de l'énergie qui apparaît, et avec la relation d'Einstein E égale mc2, eh bien, pendant un temps très très court, cette énergie peut être matérialisée sous forme de particules, pourvu qu'elles soient très concentrées pour donner naissance à des particules qui ont une taille extrêmement petite. Et donc elles apparaissent et elles disparaissent, puisqu'il faut bien revenir à la conservation de l'énergie après un temps plus grand. Et donc plus vous regardez le vide avec des flashs très courts, plus vous verrez fourmiller de particules qui vivent qu'un temps extrêmement petit. Et ces particules seront d'autant plus massives que vous regarderez pendant des flashs d'autant plus courts. C'est ce qui se passe lorsqu'on fait des collisions de particules élémentaires. C'est-à-dire que là, l'énergie de collision de deux particules élémentaires qui rentrent ensemble, cette énergie est extrêmement dense, elle est rassemblée dans le point où se collisionnent les deux particules élémentaires, et cette énergie peut interagir avec ce vide quantique pour fabriquer des particules réelles. Autrement dit, ce qui va se passer, dans une collision de particules élémentaires, vous avez une concentration d'énergie que vous apportez par la collision, qui va se transférer aux particules virtuelles qui constituent le vide pendant un temps très court. Le temps d'interaction étant extrêmement court, vous pouvez avoir un fond de particules virtuelles dans le vide beaucoup plus important. Et ce transfert d'énergie aux particules virtuelles va vous donner des particules réelles qui vont sortir du vide. C'est-à-dire vous transférez cette énergie de collision au vide pour en faire sortir de ce vide des particules réelles par la relation E égale mc2. Et donc vous avez conservation de l'énergie au bout d'un temps important, puisque toute cette énergie de collision est passée dans la création de particules par E égale mc2, de particules réelles. Ceci marche parce que vous avez une collision très dense qui dure un temps très petit.
Quand vous rentrez en collision à deux voitures, l'une contre l'autre, vous ne sortirez pas du vide des particules élémentaires. Parce que les collisions, c'est des collisions en fait très très lentes entre des atomes à droite et des atomes à gauche, et donc distribués sur une grande distance et pendant un temps très long. Et donc avec ça, vous n'avez aucune chance de sortir du vide des particules élémentaires. Par contre, avec les accélérateurs, vous faites une collision très ponctuelle et très rapide, et là vous extrayez des particules, vous extrayez du vide des particules réelles. Bien, dernière chose, et ça c'est un apport majeur de la physique théorique des dernières années, il reste encore à l'observer, c'est la masse des particules. Les propriétés de ce vide quantique, donc vous avez ces particules, ces fluctuations quantiques du vide. Ces particules peuvent sortir pendant un temps très court, mais avec des propriétés diverses et variées. Notamment, vous pouvez avoir des phénomènes dits de polarisation, c'est-à-dire que ces particules présentent dans une certaine variable toute la même direction. Et donc, vous avez un vide assez complexe, avec plein de fluctuations quantiques. Et donc, maintenant, on pense qu'une de ces particules qu'on appelle la particule de Higgs, qui elle aussi fait des fluctuations quantiques du vide et donne des propriétés au vide quantique, eh bien, c'est cette particule qui, lorsqu'une particule la traverse, à travers ses fluctuations quantiques, à travers ses propriétés quantiques du vide, c'est ça qui confère une sorte de masse, une inertie aux particules qui traversent ce vide quantique qui est plein de fluctuations. Autrement dit, la masse d'une particule n'est plus une propriété intrinsèque à la particule, c'est une propriété liée à la propagation de cette particule dans ce vide qui fourmille de fluctuations quantiques. Une de ces fluctuations quantiques liées au boson de Higgs donne cette propriété de viscosité, si on peut dire, aux particules, de masse inertielle. Et donc c'est ce champ de Higgs, cette propriété particulière, et cette particule de Higgs que l'on voudrait vraiment découvrir avec le LHC. D'une part, elle donne cette masse aux particules, et comme je l'ai dit au début, elle permet d'avoir une cohérence complète à la théorie du point de vue mathématique, éviter d'avoir des quantités qui deviennent infinies et non traitables du point de vue mathématique. Donc on espère bien, avec les prochains accélérateurs, la découvrir. Mais alors vous voyez qu'on n'est plus très loin maintenant d'un vide assez complexe, rempli de fourmillements, et on pourrait se dire, après tout, peut-être que ces fluctuations donnent de manière naturelle une énergie au vide, une énergie du vide qui serait liée aux fluctuations quantiques. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a par ce mécanisme de Higgs, dans les tout premiers instants de l'univers, la fameuse inflation, celle qui a conduit à la différenciation des interactions, on a maintenant un mécanisme qui me permet de comprendre cette inflation et comprendre un peu ses propriétés du vide. Essentiellement, on décrit les premiers instants du vide, les premiers instants de l'univers, comme un vide ayant une énergie colossale. Ça, c'était au moment où la température était plus grande que la température dite de l'inflation. Et à ce moment-là, cette énergie du vide est responsable d'une inflation, d'une expansion extrêmement rapide. À l'issue de cette expansion, l'énergie du vide, en fonction de ce qu'on appelle la polarisation du Higgs, cette énergie du vide tombe presque à zéro, de sorte que vous avez une énergie du vide qui tombe, et on passe à la période qui est avec une température inférieure à l'inflation. Et c'est cette énergie du vide qui est passée d'une grande valeur, période de l'inflation, à zéro, qui va se transformer en particules et constituer la matière dans l'univers. Autrement dit, par l'énergie du vide au tout premiers instants de l'univers et par la relation E égale mc2, par une transition de phase où l'énergie du vide passe d'une très grande valeur à zéro au cours des tout premiers instants de l'univers, c'est cette transformation de l'énergie du vide en particules réelles, de matière, qui donne naissance au tout début du Big Bang. Bien, donc vous voyez qu'actuellement on a deux pistes pour le vide. L'énergie du vide, donc à travers les fluctuations quantiques et le boson de Higgs. Et l'autre piste, est-ce que c'est la même chose ou pas? La constante cosmologique, donc la courbure du vide. Et donc la grande question actuelle, c'est de savoir si c'est la même chose ou pas, et ça rejoint directement la question de savoir si la gravité peut avoir un traitement quantique, puisque je vous ai dit qu'actuellement la gravité avait un traitement géométrique, et c'est dans ce traitement d'Einstein qu'on voit apparaître la constante cosmologique, alors que la mécanique quantique, la théorie des champs quantiques, ferait plutôt appel à ce qu'on appelle l'énergie du vide, les fluctuations quantiques. Est-ce que ça c'est la même chose ou pas? C'est la question des prochaines années, une question théorique expérimentale, de mieux comprendre le lien entre les interactions
quantique, et la gravité, c'est-à-dire essayer d'arriver vers une gravité quantique. Bien, tout ce discours, encore une fois, je voudrais quand même ne pas laisser entendre que c'est un discours purement théorique et conceptuel et qui pourrait être prononcé par une secte de scientifiques opérant comme des gourous. Derrière, il y a plusieurs choses. D'une part, que c'est basé sur un rationalisme, donc les mathématiques et une théorie, partagée par l'ensemble de ceux qui travaillent dans ce domaine. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement abstrait. Il faut bac plus 10 pour commencer à rentrer dans la théorie quantique des champs relativistes. Mais tous ceux qui se sont dévoués à ça, dédiés à ça, partagent cette analyse. Donc il y a un côté universel, de rationalisme universel. Deuxièmement, c'est soumis à l'expérimentation, à des expériences, donc on verra bien si le boson de Higgs existe ou pas, avec le LHC, donc c'est la grande machine qui est près de Genève, hein, qui va sous le Jura et sous l'aéroport de Genève, c'est à la frontière franco-suisse, une machine de 27 km. Et donc on verra bien si les premières interactions, si les propriétés de ces collisions correspondent à ce que prévoit cette théorie. Deuxième chose, donc il y a le côté expérimental, il y a le côté aussi rassembler tout le monde autour de ces recherches. Donc là, je montre bien que ce lieu privilégié où se feront ces recherches en physique des particules à la plus haute énergie rassemble des utilisateurs du monde entier. Et vous pouvez voir des gens, des scientifiques, des pays a priori de cultures très différentes. Hein. Vous avez Israël, l'Inde, le Pakistan, tous rassemblés, avec des équipes de chercheurs, tous rassemblés autour de cette quête. Et donc par-delà les religions, par-delà les frontières, ces scientifiques se rassemblent. Bien sûr, il y a des querelles, hein. Tout le monde n'adhère pas à une pensée unique. Il y a des querelles, mais ces querelles ont une ligne de démarcation qui n'est pas du tout la ligne politique ou la ligne religieuse. C'est une quête de rationalisme collectif. Voilà le genre d'interaction pour produire des particules par des collisions à partir du vide, essayer de matérialiser en un grand nombre de particules. Donc c'est ce qu'on s'attend à voir. Et là-dedans, il faudra chercher le boson de Higgs parmi toutes ces particules. J'en profite pour dire qu'à partir de maintenant, à partir de la fête de la science, il va y avoir une exposition qui va être dans plusieurs endroits. Je crois que c'est à Jussieu à Paris, hein, à la faculté de Jussieu, qui décrit le LHC comme la machine à remonter le temps. La même exposition aura lieu pendant toute l'année 2008 aussi. Elle démarre donc maintenant à Annecy, à Clermont-Ferrand, à Marseille, à Grenoble, dans plusieurs endroits. Vous pouvez trouver des informations si vous allez sur le site de l'IN2P3, hein, www.in2p3.fr. Et vous allez dans LHC, vous verrez toutes les informations sur cette exposition. Bien, donc je vous ai parlé des particules, mais également il y a l'observation dans l'espace. Et parmi les expériences clés, également en 2008, probablement, ou peut-être début 2009, mais on espère en 2008, vous devriez avoir un satellite Planck destiné à regarder avec une très grande précision ce fond diffus du rayonnement fossile qui nous reste du Big Bang, ce fond à 3 degrés Kelvin, qui a été observé pour la première fois il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, hein, par le satellite qui s'appelle COBE. Donc ça, c'était la résolution qu'on avait sur ce fond diffus, qui apparaissait très, très uniforme, mais on voyait quand même quelques grands grumeaux, pas très précis. Ce sont ces grumeaux, hein, c'est-à-dire des parties un peu plus chaudes, des parties un peu plus froides, qui, dans le film, ont donné naissance aux galaxies et aux amas de galaxies, et donc à la structuration de l'univers. Depuis, il y a eu un satellite qui a été lancé qui s'appelle WMAP, qui a vu avec une plus grande précision ces grumeaux. On retrouve bien les traces des grands grumeaux, mais comme la précision est plus grande, on peut voir des détails plus fins de cette empreinte dans les tout premiers instants de l'univers, qui va donner naissance, bien que ces écarts de température soient des micro-Kelvin. Hein. On a 3 Kelvin et c'est au niveau de 1 millionième que les différences sont présentes dans les tout premiers instants de l'univers. Ces différences vont s'accentuer au cours de l'expansion et du refroidissement de l'univers pour donner naissance aux galaxies. Planck devrait donner cette précision-là, et là on pourra vraiment regarder en détail toutes les microstructures qu'il y a eu au premier moment de l'univers, probablement liées à des fluctuations quantiques du vide, hein. C'est comme ça qu'on les interprète. Ce sont ces fluctuations quantiques du vide qui ont donné cette inhomogénéité au tout premier instant de l'univers, très faible, hein, une inhomogénéité de l'ordre du millionième, mais qui s'est accentuée sous l'effet de la gravitation et sous l'effet de l'expansion pour donner naissance à toutes les structures que l'on voit aujourd'hui.
Enfin, un dernier satellite qui est destiné à regarder cette fameuse énergie du vide et cette courbure de l'espace, du vide, qui devrait partir vers 2015, celui-là, dans laquelle on essaie de contribuer, pour regarder les supernovae les plus lointaines et essayer à travers la lumière qui nous parvient de ces supernovae les plus lointaines, détecter, mieux comprendre la courbure du vide. Ça, c'est une supernovae telle qu'on peut la voir depuis le sol. Donc vous voyez ici, vous avez une étoile qui est peu brillante et qui devient, pardon, je vais y arriver, et qui devient plus brillante dans l'image suivante. Et lorsqu'on fait la soustraction des deux images, on voit bien la supernovae. Mais lorsqu'on regarde ça depuis l'espace, on a une précision beaucoup plus grande parce qu'on s'affranchit de la scintillation de l'atmosphère. Voilà, et donc ça c'est ma dernière planche. Donc j'ai essayé de vous montrer qu'à travers ça, on va vers ce qu'on peut appeler une histoire de l'univers, une cosmogonie scientifique. Je pense que ça s'inscrit dans une quête de l'humanité quasiment éternelle, hein, depuis les temps les plus lointains que l'on puisse imaginer. Dès que les hommes se sont assemblés et qu'ils ont créé des sociétés ou des tribus, ils se sont interrogés sur cette histoire, d'où on vient, où on va. Elle est basée sur un rationalisme collectif, hein, ce n'est pas un individu qui fait tout seul ces percées, même s'il peut y avoir des gens très brillants, et il y a des prix Nobel, mais c'est vraiment un rationalisme collectif. Je crois que ça rassemble largement par-delà toutes les différences, et c'est important en ce moment, par-delà toutes les différences culturelles et géographiques, de rassembler autour de cet effort. Ceci dit, il y a encore beaucoup de chemin à faire, puisque, comme je vous l'ai dit, les énigmes sur la matière noire, sur l'énergie du vide, sur l'unification de la gravité et des autres interactions ne sont pas encore résolues. Voilà, donc j'espère que vous avez pu apprécier cette fresque historique et moi j'espère quand même que cette quête, vous la partagez et qu'on est tous embarqués, pas simplement pour essayer de vivre mieux et plus longtemps, mais qu'on voudrait aussi comprendre où on est et où on va. Merci beaucoup.